Nouvelle édition d'Indice. Ce soir, on va parler de l'histoire de l'économie mondiale. En fait, on va parler des points tournants dans l'économie et qu'est-ce qui a vraiment aidé les différentes populations, les différents pays à surmonter leurs problèmes économiques qui ont eu lieu après de grands problèmes politiques dans le pays. Pour cela, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Dr Mahmoud Sebit, qui est historien. Bienvenue avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. Alors tout de suite, nous allons commencer par un commentaire présenté par Inès Hussein sur l'histoire économique dans le monde entier. Puis on revient pour plus d'explications. L'histoire de l'économie mondiale, notamment depuis le XVIe siècle, se développe selon une double dynamique. Celle d'une extension à la terre entière de l'économie monde européenne, celle de la succession des centres dominants de cette économie monde. Selon les historiens, cette économie mondiale est une triple réalité. La première réalité, c'est l'existence d'un espace géographique dont les limites ne varient que lentement et qui n'entretient avec les autres économies du monde que des relations d'échange marginales. La seconde réalité, c'est que l'économie monde accepte toujours un centre, à la fois ville et port. La troisième réalité, elle est hiérarchisée et se présente comme une immense enveloppe où se structurent des zones successives. Autour de la ville-centre s'articule une succession d'anneaux. Le premier est l'espace économique qui cerne immédiatement cette ville-centre. Un second anneau est formé de zones intermédiaires ou semi-périphériques. Vient enfin la périphérie, très large. L'histoire de l'économie monde européenne est, selon les historiens, celle d'une succession de basculements de centres. Ainsi, après l'hégémonie de Venise, c'est Anvers qui prend le relais, ensuite Gênes. Au début du XVIe siècle, s'affirme et triomphe Amsterdam d'abord, puis le relais est pris par Londres avant que le centre, dans les années 1920, ne franchisse l'Atlantique au profit de New York. Jusque vers 1750, les centres dominateurs ont été uniquement des États-villes. Avec l'affirmation de la primauté londonienne, s'ouvre une ère nouvelle. Londres n'a jamais été un État-ville, mais la capitale d'un État national avec son marché. À la fin du XVIIIe siècle, Londres devient le point de confluence des échanges de l'univers. Au modèle des États-villes succède alors un modèle nouveau, celui d'un État doté d'une économie nationale. L'Angleterre, la première, a réussi à constituer un marché intérieur passant du stade de la production inframarchande au stade de l'économie de marché. Désormais, on a une ville ayant des liens privilégiés au marché intérieur et au-delà des antennes sur le reste du monde. En quelques décennies, l'espace territorial fournit à Londres les moyens de devenir le cœur de l'atelier du monde. Du monde cloisonné d'avant le XVIe siècle, nous sommes passés depuis le début du XXe siècle et surtout depuis 1945 à un monde quasi désenclavé. Hommes, produits, capitaux circulent, mais fondamentalement au cœur, les périphéries jouent encore à la marge tout en offrant déjà un degré d'intégration dans l'économie mondiale jamais atteint jusqu'alors. On est dans un monde quasi désenclavé qui n'en finit pas de basculer d'un centre à l'autre. On assiste maintenant à une jeunesse renouvelée de l'économie mondiale autour du Japon, de nouvelles États-villes, Singapour et Hong Kong, des interfaces californiennes, européennes et chinoises. On est devant un schéma inédit d'économie mondiale dont la polynucléarité témoignait de la jeunesse. La domination de New York comme cœur d'une économie mondiale depuis la grande crise se déplacerait non sans au profit d'autres centres. Alors, docteur Sebet, quand on parle en fait de l'histoire économique dans le monde, il y a bien sûr plusieurs points importants, plusieurs points tournants dans l'histoire économique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces points? Oui, certainement. C'est un peu lié aussi à la politique, dans le sens que, au XXe siècle, à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une économie avant la guerre, qui a été complètement bouleversée à cause de la guerre, et ça s'est reconstruit après la guerre. Mais les grands points, vraiment, c'est les points un peu sociaux, dans le sens des droits d'ouvriers, se sont commencés pas seulement un peu en Europe, et aussi aux États-Unis. Et là, alors, c'était à cause du système démocratique que les chefs fait des énormes efforts pour ceux qui allaient les voter pour eux, contre les grands chefs d'industrie. Moi, je vous parle là de 1900, de Theodore Roosevelt, les politiques de Theodore Roosevelt, juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'était la grande réforme de capitalisme, de protéger le capitalisme en protégeant les droits d'ouvriers.
c'était pas un système parfait, mais au moins c'était un bon commencement. Oui. Alors ça, c'est des choses, par exemple, qu'ils ont limité combien d'heures un ouvrier pouvait travailler chaque semaine, que c'était interdit pour que les enfants travaillent. Alors ça, c'est vraiment des grandes réformes. Elles ont commencé. C'est un des grands, un des grands marches. Vraiment, le commencement du XXe siècle, ça commence vraiment avec ça. Ouais. On parle bien sûr des économies plutôt que des économies centrales. Ça veut dire les économies comme l'Union soviétique, qui était plus ou moins une économie marxiste, qui était plutôt une économie gérée par un centre. Et ça n'a vraiment pas marché. Ouais. Même avec tous les grands efforts, même avec tout, ça c'était pas vraiment idéal. Ouais. Et aussi, entre parenthèses, le système capitaliste n'est pas aussi idéal, sauf s'il n'a pas une conscience socialiste, dans le sens que ça doit être bien balancé. Les droits de l'ouvrier, le contrat social de l'État avec sa population, et aussi les chefs d'industrie, les chefs du capitalisme qui gèrent le capitalisme. Alors ça doit être vraiment un accord qui marche entre les trois. Sinon, ça devient hyper-capitalisme et ça ne marche pas vraiment à la fin, parce que ça devient complètement corrompu à la fin du compte. Mais vraiment, l'économie moderne actuelle, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la reconstruction d'Europe. Ouais. Alors, vous venez de mentionner que les grands changements vraiment économiques étaient surtout après des événements plutôt sociaux. C'est-à-dire, on peut parler dans ce contexte de révolution, par exemple. C'est vrai que la guerre mondiale a changé tout, parce que c'était vraiment la plupart du monde qui a été dévasté par cette guerre économiquement, mais il y avait aussi tous les mouvements sociaux qui ont mené à de grands changements également économiques dans des pays divers. Oui, absolument. Il y a les grands changements, par exemple la France, qui a eu des grèves, d'énormes grèves, des émeutes, vraiment des problèmes politiques entre la Première et Deuxième Guerre mondiale, qu'au fait qu'il y a plus ou moins compromis la France quand elle est rentrée dans la guerre. La France a été envahie par les Allemands en 3 semaines. Et vraiment, une des causes de ça, c'est qu'à cause de ces grands problèmes socio-économiques qui existaient avant. Bien sûr, les révolutions, ça veut dire que après la Deuxième Guerre, il y a eu certaines révolutions, mais ça dépend. Très souvent, ces révolutions viennent avec une idée économique qui marche pour répondre aux demandes sociaux. Mais ça ne marche pas toujours de cette façon. Par exemple, la révolution et aussi plus tard la guerre civile en Espagne. Ça a commencé avec un système socialiste, c'était un gouvernement socialiste qui a provoqué une révolte de l'armée en 1936. Et même là, on voit aussi les liens et les sources des anarchistes syndicales, par exemple, qui commençaient à faire une économie en Espagne. Alors, c'était tous des expériments qui n'ont vraiment pas marché à la fin. Alors, ça doit être bien pensé, bien géré, c'est ça un peu le problème. Et elle a besoin d'une certaine stabilité aussi. Par exemple, l'Union soviétique a survécu vraiment, après la grande révolution bolchevique, après la Première Guerre mondiale, a survécu vraiment à cause premièrement, ils ont vendu une énorme quantité de leur quantité, une énorme quantité de leurs ressources naturelles, pour presque rien, sauf que pour survivre les années suivantes cette guerre, avant que leur système économique a été mis en place. Alors, selon vous, le premier grand changement économique a eu après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les pays ont pu surmonter ces problèmes? Dans un certain sens, ils ont commencé des débris.
de la Deuxième Guerre. Parce que, disons par exemple, Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, était aplatie, était absolument, complètement détruite. Ils ont, un des premières choses qu'ils ont fait après quelques années, bien sûr, c'était leur reconstruction. Mais en plus, ils ont commencé avec une réforme monétaire, dans le sens que le Reichsmark, qui était d'avant 1949, qui était l'argent pendant la guerre, valait plus rien. Alors ils ont commencé avec un nouveau monnaie qui s'appelle le Deutschmark. Et ils ont vraiment commencé en 1949 que chaque citoyen a reçu 20 Deutschmark, plus ou moins. Et ils ont recommencé de plus ou moins au même niveau. Tout le monde. Tout le monde. Ce qu'ils avaient en main, c'est que l'État contrôlait la quantité d'argent du marché. Et après ça, pouvait toujours exiger ça et modifier ça. Alors c'était dans un certain sens dans leurs mains. En plus, ils ont commencé avec un système libéral, un système économique libéral, dans le sens qu'ils encourageaient le travail, disons, avec des lois assez modernes en place. Mais le plus important, moi je pense que c'était que la grande reconstruction d'Allemagne vis-à-vis aussi l'aide américaine, Marshall Plan de cette époque, qui était presque 9 milliards de dollars, mais c'était pour toute l'Europe à l'époque, qui était une somme énorme à l'époque aussi. Mais avec ça, ils ont pu vraiment reconstruire, et bien sûr, le moment qu'une société recommence à tout construire, il y a de travail pour tout le monde à ce moment-là. Alors tout le monde s'est mis en travail. En plus, les nouveaux usines qu'ils ont construites avaient, parce que tout le matériel a été détruit, toutes les machines étaient détruites. Alors ils ont commencé avec des machines tout à fait nouvelles. Ce qui veut dire que l'Allemagne, pendant les années 50, jusqu'à la fin des années 50, ils avaient des usines beaucoup plus modernes que celles d'Angleterre, qui a après tout gagné la guerre. D'accord. Alors oui, ça c'était un exemple, mais extrême, disons. La France aussi a des problèmes, mais elle a aussi fait une réforme monétaire. Il y a l'ancien franc, il y a le nouveau franc. L'ancien franc, c'était 100 francs pour un franc. Plus ou moins, ils ont fait ça plus tard, pour vraiment donner au nouveau, à la moderne, qui pouvait toujours contrôler ça. Et aussi pour encourager, à la fin du compte, la base de tout, la base consommateur. Est-ce qu'il y avait d'autres exemples aussi remarquables en Europe? C'est-à-dire, vous venez de parler de la Grande-Bretagne qui est sortie après tout gagnante de la guerre, mais est-ce qu'elle a pu aussi développer rapidement son économie? Pas vraiment, parce que vraiment, c'était tout au bout à cause de la guerre. Vraiment, ils étaient complètement grand banqueroute à cause de la guerre. Et en plus, quand on parle de l'Angleterre, on parle aussi de l'Empire britannique, qui était toujours en place à l'époque. Alors, il y a certainement l'abandon de l'Inde, en 47, 48, l'abandon aussi des autres lieux que nous, les Anglais, avaient leurs empires. Alors ça aussi a fait un certain... ça n'a pas aidé la situation. Parce qu'il faut voir aussi que l'Angleterre, jusqu'à 1954, ça veut dire 9 ans après la guerre, avait toujours le système